Je vais laisser rentrer les gens.
Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conversation entre l'artiste Annie-France Leclerc et Élisane Laplante. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Philippe Dumaine, je suis responsable de la médiation à la galerie de l'UQAM. Et donc, juste avant de commencer avec notre programme de ce midi, on voudrait quand même souligner que les locaux de la Galerie de l'UQAM, même si on est virtuel en ce moment, nos locaux sont situés à Tiohtià:ke, Mouniang, aussi connu sous le nom de Montréal. Donc, la galerie reconnaît que ses activités s'enracinent sur des terres autochtones non cédées, qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. La galerie souligne aussi les nécessaires efforts de mémoire, de vérité et de réconciliation auxquels nous devons tous et toutes participer. Et en ce sens-là, la galerie souhaite aussi continuer à mettre en place divers projets qui visent la décolonisation des regards, des pratiques et des pensées. Sur ce, comme je disais, on est là pour une conversation entre Annie-France Leclerc et Élisane Laplante, qui est organisée dans le cadre de l'exposition d'Annie-France, qui est présentée en ce moment à la Galerie de l'UQAM, donc depuis le 14 mai dernier. Donc, l'exposition s'appelle Par-delà la forêt se trouve un jardin et elle met en scène la relation intime que l'artiste a développée au fil des années avec le parc du Boisé de Saint-Sulpice. Je présente rapidement nos intervenantes avant de leur laisser la parole. Donc, Anne-France Leclerc est originaire de Sainte-Blandine, près de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Elle a grandi entourée par la forêt, ce qui a grandement influencé son rapport au monde. Vous allez voir durant la conversation, j'en suis certain. Elle est diplômée en photographie de l'Université Concordia et elle est finissante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. C'est donc dans ce cadre-là qu'elle présente cette exposition-là. Elle est récipiendaire de nombreuses bourses d'études, dont la bourse du Fonds de la Faculté des arts pour la maîtrise, la bourse Jean-Claude Courchaine, la bourse Jean-Marcus Tache, la bourse Art Prime et une bourse institutionnelle pour sa maîtrise en arts visuels et médiatiques. Son travail a été présenté dans le cadre d'expositions individuelles et d'expositions collectives. Elle a aussi enseigné la photographie au Collège Jean-Eudes et a été chargée de cours à l'UQAM à l'hiver 2020. À venir, une résidence en collaboration avec Alice Roy-Bolduc, qui est une biologiste. Ce sera fait avec le Centre 3e impérial à Granby en 2022-2023. Et donc, Annie-France sera en conversation avec Élisane Laplante. Donc, Élisane est commissaire indépendante, autrice et travailleuse culturelle. Elle s'intéresse aux pratiques artistiques qui se réclament de l'imaginaire et du sensible dans un souci de déhiérarchisation des connaissances. Avec la commissaire Véronique Leblanc, elle travaille actuellement à développer un projet artistique et communautaire qui s'appellera Cultiver l'humilité, donc qui sera la 7e édition de la Triennale Orange à Saint-Hyacinthe, donc à l'été 2022. Elle a aussi récemment été co-commissaire de l'exposition Images rémanentes, un parcours d'art public dans la ville de Moncton, et de l'exposition Tomber dans les interstices, qui réfléchissait les contributions d'artistes femmes à l'Acadie contemporaine, à la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen en 2017, puis à la Galerie Colline en 2018. Ces mots ont aussi été accueillis dans plusieurs publications, carnets d'exposition, dans les revues S et Espace, et elle poursuit actuellement une maîtrise en histoire de l'art avec concentration en études féministes à l'UQAM, où ses recherches portent plus précisément sur la performance d'alter ego et le devenir créature comme stratégie artistique féministe et queer. Donc, sur ce, je leur laisserai la parole. Donc, elles ont prévu parler ensemble pour une trentaine de minutes, après quoi on aura une période de questions. Donc, vous pouvez garder vos questions pour la fin. Vous pourrez les poser soit de vive voix ou les inscrire dans le chat si vous préférez.
Mais juste avant, dans le fond, de leur donner la parole, on vous propose de visionner une petite capsule vidéo de quelques minutes qui va vous donner un aperçu de l'exposition. Allô, Annie-France? Allô? Allô. Je pense que je peux parler en ton nom et le mien en remerciant la Galerie de l'UQAM pour l'invitation. Je suis personnellement très reconnaissante et contente d'avoir l'occasion de discuter avec toi aujourd'hui et donc de revenir sur ton processus de création qui a mené à l'exposition Par-delà la forêt se trouve un jardin, puis toutes les réflexions qui s'y tissent. Puis aujourd'hui, c'est peut-être une actualisation d'une conversation entre nous deux parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années maintenant, depuis le début de ta maîtrise en fait. Puis entre un lien amical, mais aussi des intérêts en commun, on a déjà été amenés à parler de ton projet ensemble. Mais je dirais que les moments qui m'ont le plus marqué sont ceux où tu m'as invité à en faire l'expérience avec toi. C'est-à-dire les fois où on s'est retrouvés ensemble au Boisé Saint-Sulpice, lieu qui est au centre de ta création. Puis, c'est une expérience qui s'est répétée à quelques reprises au gré de différentes saisons. Mais il y a un moment tout particulier qui est la fois où tu nous avais invité une amie proche chez moi pour une marche performance. Puis, je propose de résumer rapidement cette marche performance pour nous lancer dans la conversation, parce que je pense que ça en ferait une bonne introduction. Donc,
une première partie de cette performance consistait à déambuler ensemble dans les sentiers du Boisé, puis donc à discuter puis à partager des connaissances qui relèvent de la botanique, c'est sûr. Comme par exemple, je me souviens, tu nous avais appris à reconnaître la carotte sauvage, le nerf brun qui est très présent, mais aussi l'herbe à puce. Puis on avait eu aussi la chance d'apercevoir la sanguinaire du Canada, qui est une plante bien précieuse. C'est toi qui nous l'apprenais. Je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup d'Aristème petit prêcheur, qui est une fleur qui a une forme très particulière, mais qui se fondait un petit peu dans le paysage. Donc, c'est vraiment en s'arrêtant puis en prenant le temps de regarder autour de soi qu'elle nous sautait aux yeux. Ou du moins, c'est l'impression que j'en ai gardée. Puis pendant la marche, tu nous invitais aussi à cueillir des plantes envahissantes dans une intention de soin du lieu, question de donner une chance aux espèces qui sont plus vulnérables. Donc oui, tu nous partageais toutes sortes de connaissances, d'identification de plantes, tu nous apprenais aussi quelques rituels de soins. Mais également une connaissance plus sensible. C'est comme si tu nous présentais des liens relationnels, comme si tu nous présentais une amie. Donc, c'est-à-dire vraiment des caractéristiques qui témoignent du temps que tu as passé au Boisé. Comme par exemple, il y avait, quand tu nous avais présenté le cimetière d'escargots, c'est toi qui le nommais comme ça, donc c'était un coin qui était rempli de coquilles. Bon, oui, c'est sûr qu'il y a le processus biologique qui fait qu'on retrouvait ces coquilles, mais ça renvoyait aussi à tout un imaginaire que tu connaissais. Puis dans la deuxième portion de la marche, où on te remettait les plantes qu'on avait cueillies, tu te délaissais du rôle d'accompagnatrice pour vraiment te fondre dans le boisé, puis t'y faire un nid avec les plantes qui étaient cueillies. Et à ce moment-là, on devenait un peu témoin d'un moment d'intimité entre toi et le boisé. Un moment qui est témoin aussi de toute la portée symbolique et sensible du lieu pour toi. Et justement, j'aimerais d'abord t'inviter à nous partager un peu ou à situer un peu ta relation au boisé, qui est vraiment à l'origine de ton travail artistique. En fait, merci pour ce récit, c'est vraiment beau, même si j'étais là. Ouais, le boisé, dans le fond, je l'ai comme découvert à un moment donné quand je me rendais au travail en vélo. Dans Antique. Moi, j'habite dans la petite patrie. Puis, j'étais sur la piste cyclable, puis c'était une journée de canicule, vraiment humide, vraiment très chaude. Puis, en passant à côté du boisé à vélo, tout d'un coup, c'était comme un petit poumon d'air frais. Puis moi, je viens donc de Sainte-Blandine, je viens du Bas-Saint-Laurent. J'ai grandi dans la forêt de la maison chez nous. On ne voyait pas les maisons des voisins, même s'il y en avait. Donc, depuis mon arrivée à Montréal, j'ai toujours eu besoin de me trouver un lieu un peu similaire, c'est-à-dire pour aller juste passer du temps, puis autant quand je vais bien que quand je vais mal, j'ai besoin d'un peu d'un lieu comme ça. Puis quand j'ai découvert le boisé, qui est vraiment un tout petit espace qui est comme 7 hectares, j'ai été conquise, puis j'ai commencé à y aller tranquillement à partir de 2016. Puis au début, je photographiais cet endroit-là. Puis à un moment donné, il y a comme eu un moment pivot où là, je sentais que la photo était plus suffisante pour traduire en fait l'expérience sensible que je vivais là-bas, puis les découvertes que je commençais à faire qui ne relevaient pas juste de l'image que la caméra me permettait de produire. Donc, j'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise à l'UQAM puis de plonger à pieds joints dans des nouveaux médiums puis dans des choses qui me permettraient justement de travailler avec le son, avec d'autres types d'images. Puis tranquillement, assez rapidement, en fait, les plantes ont pris beaucoup d'importance dans mon projet parce qu'au départ, c'était beaucoup les plantes que je photographiais. Puis, ouais. À travers une visite avec mon amie Alice, qui est biologiste, puis à qui je m'adresse dans les lettres dans l'exposition. Donc, on est allé faire une visite ensemble, puis elle m'a comme identifié plein de choses ça m'a comme ouvert les yeux sur un monde. Puis là, je me suis mis à faire plus de recherches pour identifier des plantes. Puis là, j'ai compris qu'il y avait autant des espèces précieuses comme la sanguinaire du Canada qu'il fallait
protégée parce qu'elle est menacée. Autant il y avait vraiment beaucoup d'espèces envahissantes. Puis là, je me questionnais à propos de ça. Qu'est-ce que c'est une espèce envahissante? Pourquoi on les appelle comme ça? Est-ce qu'ils sont vraiment mauvaises? Est-ce qu'il faut les détester? Fait que j'ai cherché à travailler en fait avec elles pour les valoriser. Puis en même temps, c'est ça, prendre soin du boisé en travaillant uniquement avec ces plantes-là. Puis, bon, mais évidemment, ça fait quand même 5 ans maintenant, donc c'est quand même une relation dans la durée que tu entretiens avec ce lieu-là. Ouais. Mais est-ce que, bon, là, tu as fait toutes sortes de recherches pour apprendre à connaître les plantes ou toute la végétation qui existe dans ce lieu-là, mais est-ce que tu t'es aussi intéressé un peu à l'historique ou le côté plus social du boisé? Pourquoi il se trouve là en ville? Qu'est-ce qui est son histoire un peu? Oui, vraiment. Ben, c'est ça quand même assez tôt là, dans ma maîtrise. J'ai voulu le comprendre comme sous tous ses aspects. Fait que j'ai fait une recherche historique. J'ai appris que c'était en 1660, je pense, les Sulpiciens qui étaient des prêtres, ils étaient comme les seigneurs de Montréal. Puis ils possédaient vraiment beaucoup ils possédaient beaucoup de territoires, puis ils avaient décidé que ce lieu-là, où est-ce que le boisé Saint-Sulpice se trouve aujourd'hui, qui était beaucoup plus vaste avant, c'était un domaine qui s'appelait le domaine Saint-Sulpice, puis eux, ils allaient là pour faire de la villégiature, puis justement identifier des plantes. Puis au fil des années, ils ont vendu des parcelles de terrain, puis ça l'a toujours rétréci, mais ce qui reste, c'est un endroit qui était là avant même l'arrivée des premiers colons sur l'île de Montréal. Fait qu'il y a une dimension qui est vraiment riche. Puis donc, justement, la RSM Petit Prêcheur, la sanguinaire du Canada, c'est dans les premières espèces qui ont été répertoriées par les colons. Donc, elles étaient là et elles sont encore là. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Puis oui, aussi au niveau social, bien, c'est un lieu qui est traversé parce que c'est situé tout près du cégep antique, du complexe sportif Claude Robillard, Christophe Colomb, puis ensuite, c'est un secteur résidentiel. Donc, c'est un endroit qui est traversé par des gens qui vont au complexe sportif, par des étudiants et beaucoup par les résidents qui font leur jogging, qui promènent leurs chiens, par des gens qui viennent observer des oiseaux. Il y a comme 120 espèces d'oiseaux qui ont été observés parce que c'est un corridor migratoire. Donc, il y a des oiseaux qui s'arrêtent là pour faire leur nid, avoir des petits bébés durant l'été. Donc, c'est vraiment important que ce lieu-là continue d'exister et que la biodiversité demeure riche. D'où la question des plantes envahissantes, c'est que tout ça, c'est interconnecté. S'il y a moins de biodiversité, il y a moins de sources de nourriture. Si les oiseaux ne trouvent pas la nourriture dont ils ont besoin, ils ne viennent plus. Puis là, ça devient juste un cercle où est-ce que les plantes envahissantes prennent le dessus. Puis là, ça devient un endroit où ça devient un endroit triste parce que si on exagère, ça pourrait devenir désertique, là, mettons, mais c'est très exagéré. Oui. Fait que, ouais. Puis au fil des ans, ben, j'ai quand même, à force d'y aller d'une façon très régulière, on dirait que ce lieu-là est devenu un peu mien. Je le connais, je l'observe intimement. C'est un lieu qui a l'air d'être toujours pareil, mais qui change beaucoup. Puis les gens aussi qui le fréquentent, qui y vont, ben je leur parle, donc peut-être pas à tout le monde, mais comme quand même à plusieurs personnes. Puis c'est vraiment intéressant de... En fait, ces gens-là m'apprennent des choses aussi, puis ouais. Puis c'est ça, puis il y a un côté un peu plus sombre au boisé parce qu'on m'a raconté des histoires vraiment perturbantes de gens qui ont été attaqués, etc. Mais moi, j'ai la chance d'avoir juste des expériences positives dans ce lieu-là, puis pour moi, c'est comme un lieu où je me sens vraiment en sécurité, en fait, puis protégée. Puis je pense que c'est ça qui fait que je me suis sentie que je pouvais faire une performance comme celle que tu as décrite, où est-ce qu'on pouvait prendre des plantes envahissantes. Puis c'est ça, à la fin de cette performance-là, où je me faisais un nid, ben c'était comme, c'est ma maison. C'est un peu comme l'extension de ma maison, cet endroit-là. Donc c'est sûr que
c'est drôle parce qu'en même temps où c'est l'extension de ma maison, pour moi, c'est aussi un lieu qui reflète un peu comment on traite la planète, mais en microcosme. Puis ça m'apprend à vouloir protéger cet endroit-là, puis à vouloir en prendre soin. Mais ça me fait réfléchir à non seulement moi, mais comment les humains on agit par rapport à la nature, puis par rapport à cette planète qui nous héberge, en fait. Ouais. Oui, puis c'est intéressant comment tu dis que tu le perçois un peu comme l'extension de ta maison, mais on dirait, je l'entends au sens, pas au sens d'un chez-soi matériel ou propriété, mais vraiment un chez-soi comme un endroit où on est en confiance de se montrer vulnérable ou justement qu'on a envie de prendre soin de l'endroit qui nous entoure. Puis, justement, dans toute cette relation-là, ou ce rapport continu avec le lieu, parce que c'est sûr que, bon, là, tu as appris certaines choses de certaines plantes, mais pourquoi retourner à ce lieu-là et pas seulement, tu pourrais découvrir plein d'autres plantes, par exemple, ailleurs, mais de toujours continuer ce rapport-là, est-ce que tu as l'impression que ça te donne accès à quelque chose qui ne serait pas accessible ailleurs? J'ai l'impression que tu en as déjà touché un peu, mais je creuse un peu. Ben, j'ai l'impression que d'avoir ce rapport-là, c'est vrai que, tu sais, je suis allée dans d'autres boisés, dans d'autres parcs nature à Montréal, puis j'étais comme, il y a plein de plantes ici qui ne se trouvent pas au boisé parce qu'ici, c'est plus grand, juste le climat est un peu différent et tout. Puis je pourrais découvrir d'autres sortes d'animaux, puis plein d'autres choses, mais je pense qu'il y a comme une relation qui s'est construite où est-ce que je suis juste curieuse de l'endroit. Tu sais, là, je suis en Gaspésie en ce moment, puis je me demande qu'est-ce qui se passe au boisé, tu sais, est-ce que tout va bien? Est-ce que, tu sais, je pense à des baies que j'aimerais cueillir pour faire du bleu, puis là, j'espère qu'ils ne sont pas mûrs en ce moment. Mais, ouais, je pense que cette relation-là, ben moi, j'ai besoin de retourner au même endroit. Je pense que c'est une question de routine. C'est quelque chose de très humain. Puis je pense que c'est ça, à force d'y retourner, c'est que je connais ce lieu-là intimement, mais j'apprends plus aussi à être plus humble par rapport à ma présence ou à mes actions ou comme à mon rôle en tant qu'humaine dans ce mini-écosystème-là et donc par extension sur la planète. Mais c'est ça que peut-être que j'ai commencé à dire tantôt, c'est pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé à travers cette relation-là où j'ai compris qu'il y a vraiment quelque chose de problématique à comment les humains à travers, juste par exemple dans la Bible, il était question qu'on devait dominer la nature, qu'on devait la dresser, que c'était comme une chose qui nous est externe, puis que nous, on est au-dessus, mais en vérité, c'est tellement pas ça. On est juste un acteur dans ce grand tableau-là, puis il faut peut-être qu'on retrouve un petit peu plus d'humilité puis de sentiment de quand on prend une chose, quand je décide de cueillir un bouquet de fleurs, ben, je commets quand même un acte violent dans la mesure où j'enlève la vie, à des fleurs, puis il y a des insectes dessus. Donc, il y a comme... Je pense qu'on a beaucoup perdu le contact, puis comme l'impact de nos gestes, puis... Bref, mais donc avec l'expo, je me disais, si je peux juste amener les gens à vouloir reprendre contact avec une certaine nature qui peut être accessible en ville, parce que si on regarde juste dans les craques de trottoir, il y a plein de plantes, puis pour la plupart, on ne s'y intéresse pas. On se dit, ben, c'est de la mauvaise herbe, on ne prend pas le temps d'essayer de les identifier. Puis il y en a qui sont médicinales, il y en a qui peuvent autant qui peuvent nous aider, ouais. Je me suis peut-être un peu égarée. Mais justement, tu m'as appris à identifier une mauvaise herbe il y a quelques semaines, la Galensaga cellier, que tu me disais qui est justement comestible, là, que je pourrais cuisiner, que j'avais déjà sur mon balcon. Donc, tu vois, ces connaissances-là, ils se répercutent. Mais
Avec ce que tu viens de dire, je vois aussi beaucoup de liens avec les écoféministes que j'ai l'impression qu'ils font aussi partie beaucoup de tes réflexions. D'une part, c'est ça, d'essayer de déconstruire les rapports hiérarchiques qui sont perpétués par toujours dans le fond, la pensée dualiste qui oppose toujours deux pôles, donc de réfléchir un peu ces systèmes de domination, puis de repenser le rapport humain-nature, mais homme-femme, raison-affect aussi, qui est quelque chose que je pense qu'on voit beaucoup dans ton travail également. Mais aussi tout le lien au fait que la pensée écoféministe est avant tout une pensée politique avant d'être une pensée théorique, donc qui vraiment perçoit une certaine puissance dans la mobilisation. Puis, à un moment donné, toi-même, tu le mentionnes que tu es passé d'un état de contemplation à celui d'action au Boisé. Ouais. Donc, il y a vraiment eu ce changement de regard-là à un moment donné. Mm-hmm. Oui, ben tu sais, je pense que aussi, tu sais, ce qui est drôle, c'est, je veux dire, j'ai grandi entourée d'une forêt, puis pour moi, ça demeurait quelque chose qui était beau. Tu sais, je pense que c'est comme un héritage qui vient peut-être des lumières ou de juste trouver la nature belle. Je suis photographe, donc à la base, donc de voir, tu sais, la belle lumière qui tombe sur les choses. Mais ouais, à travers le boisé, c'est... Puis à travers d'utiliser de nouveaux médiums, parce que je pense que la photographie, tu sais, me garde vraiment une certaine distance. C'est la vue qui est utilisée. Donc, puis pour photographier, ben, je ne peux pas être super proche, je ne suis pas en train de toucher. Il y a toujours quelque chose entre moi puis ce que je photographie. Puis, en commençant à travailler les plantes, donc en leur touchant, en travaillant avec elles pour faire des bains de teinture ou pour faire des encres, il y a quelque chose qui s'est produit. Puis, parallèlement à ce qui se passe dans la pratique, il y avait des apprentissages justement un peu théoriques sur les plantes, puis sur l'écosystème, sur la biologie, mais qui m'ont amené à comprendre. Tu sais, je pense que quand on ne connaît pas ça, on se dit, mais c'est pas grave, les espèces envahissantes, la nature, elle va s'équilibrer elle-même, elle est capable, tu sais. Mais oui et non, tu sais. Puis il y a quelque chose de... Je pense qu'il faut qu'on prenne acte, c'est ça. Puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, ben là, je pense qu'au boisé, c'est bien de travailler avec les espèces envahissantes pour faire des encres, pour faire des teintures, mais en même temps, j'enlève pas beaucoup de plantes, là. Ça m'en prend pas beaucoup. Donc là, c'est là que j'ai décidé de faire une action qu'on voit dans l'exposition où j'arrache les phragmites. Ça, c'est les plantes qui poussent surtout le long de la 20, mais qui ont été importées dans les années, je pense, 70 ou 90, je ne sais plus, pour mettre entre les voies pour juste pour faire beau puis pour diminuer le son. Mais ça c'est vraiment problématique parce que ça colonise vraiment beaucoup d'espace. Puis les oiseaux, ils ne peuvent pas se faire de nid dans ces zones-là. Il n'y a pas vraiment d'insectes ici qui vont manger cette plante-là. Donc, et au Boisé, donc, il y avait un petit buisson qui s'agrandissait d'année en année. Puis, il y avait déjà le comité écologique qui prend soin à chaque été de faire une tâche de nettoyage pour enlever un peu de nerf brun, qui est un arbuste. Puis là, ben donc, c'est ça, j'ai lu sur le phragmite, puis je suis allée l'arracher, essayer de sortir les rhizomes du sol pour réduire son expansion. Et puis là, après, en faisant des lectures plus poussées, j'ai découvert que ça ne servait pas tant à quelque chose comme ce que je faisais parce que la plante est très, très puissante, en fait. Donc là, j'en suis venue à transplanter des plantes qui poussent autour des phragmites, déjà au boisé. Puis là, je suis allée à quelques reprises tailler les nouveaux phragmites au ras du sol pour donner une chance aux autres plantes de pousser. Parce que les phragmites aussi, comment ils s'établissent, c'est qu'ils prennent toute la lumière. Donc, ouais. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé de passer à l'action. Puis là, ben, j'imagine qu'il y a d'autres choses un peu plus militantes, mais c'est tellement organique comment ça se passe que j'ai pas un plan. Ouais. Oui, c'est très ressenti, justement, un peu plus dans l'écoute de cette relation-là que tu as développée avec le lieu.
Mais justement, là, tu en as mentionné un peu les encres, les teintures, mais aussi que tu partais de quelque part de ta pratique en photo. Mais j'aimerais ça qu'on en aborde un peu plus la matérialité de ton œuvre, à la fois ce qu'on peut voir dans l'exposition, mais aussi peut-être de différentes composantes qui ont fait partie de ton processus de recherche. Parce que c'est ça, tu l'as mentionné, tu es photographe à la base. Tu travailles un procédé analogue, mais on dirait que ça t'a quand même suivi dans ta pratique, toute la sensualité du processus, tout le temps investi dans le processus aussi, c'est quelque chose qui t'a aussi amené à te poser certaines questions. J'ai l'impression que certaines des expérimentations qui naissent de cette technique-là t'ont amené ailleurs, dont entre autres les encres et les teintures, qui sont quand même deux choses très différentes. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus de comment tu t'es rendue là? Oui. En fait, c'est ça. Donc, comme je disais, je photographiais le boisé avec ma caméra moyen format, puis je me sentais comme bloquée. Puis c'est ça. Donc, en fait, au début de la maîtrise, j'ai fait des photogrammes. Donc, j'ai eu l'idée de faire des décoctions avec les plantes, donc de les faire chauffer pour avoir des liquides colorés. Et puis là, j'allais en chambre noire, dans le noir total, parce que je travaillais avec du papier couleur argentique, et je versais les liquides des plantes sur le papier. Je faisais comme des gros formats de 45 par 50 pouces. Puis c'est ça, je versais les liquides. Puis c'est très étrange parce que j'ai constaté que j'avais comme des petits... dans la chambre noire, j'avais une espèce de processus qui ressemblait à quand je vais au boisé puis que je choisis tel sentier, puis que je le suis toujours, puis que je retourne aux mêmes endroits, puis que je me penche. Tu sais, ça, c'était au sol. Donc, il y avait comme des mouvements qui se répétaient. Puis, après avoir fait les photogrammes, je me suis dit, les liquides en eux-mêmes, en fait, sont intéressants, tu sais. Pourquoi, tu sais, peut-être que ça pourrait être intéressant parce que là, ce qu'on voit, c'est le négatif des liquides qui étaient versés sur les papiers. Puis je me suis dit, pourquoi pas s'intéresser au positif. Donc là, de réduire les plantes en encre, donc puis d'aller voir comment les encres, en fait, interagissent entre elles sur le papier. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Puis, en réfléchissant à ma pratique photo, j'avais constaté que je travaillais vraiment avec l'idée, avec la lumière, avec l'empreinte, avec la trace, le document. Donc, c'est vraiment ça qui guidait toutes mes explorations, autant avec les encres qu'avec les teintures, parce que pour moi, dans l'exposition, chaque tissu est comme une empreinte de la plante. Donc, c'est un peu comme un herbier, mais abstrait. Tu sais, c'est juste la couleur que la plante m'a donnée. En teinture, j'aurais pu utiliser des adjuvants pour modifier les couleurs, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais juste avoir qu'est-ce que la plante allait me donner. Donc, ouais, c'est ça. Puis, donc, je ne sais pas si ça répond. Oui, ben c'est super intéressant comment tu mentionnes que ces tissus-là ou même les dessins à l'encre que tu as fait par le passé, par exemple, jouent un peu le même rôle qu'un herbier, dans le sens que, bon, ça ne transmet peut-être pas des informations très scientifiques, mais justement, ça témoigne peut-être de quelque chose d'un peu plus sensible ou de d'autres propriétés de la plante. Peut-être que ça renvoie à quelque chose de plus imaginaire aussi. Peut-être que ça témoigne aussi d'un peu la relation que tu passes avec ces plantes-là. Oui, oui, c'est ça, clairement. Mais il y a eu un moment où je me suis demandé, est-ce que je prends un penchant plus scientifique ou est-ce qu'il y a beaucoup d'explications que les gens vont pouvoir identifier les plantes, etc. Puis, étant donné que ma relation à ce lieu-là est vraiment dans le sensible, à la base de tout, tu sais, malgré toutes les autres couches, les intérêts sociaux, historiques, puis botaniques, biologiques et tout, je pense que l'idée de l'exposition, c'était de transmettre un peu ce passage-là, justement, de la contemplation à l'action, mais aussi cette sensibilité-là, cette idée de parcours, de découverte, de, tu sais, la première œuvre en entrant, qui est
le tissu qui est déchiré, puis il y a une plante de millepertuis qui sort. Tu sais, ça, c'est vraiment comme en même temps que c'est peut-être un processus de guérison personnelle, tu sais, que je vis à travers le boisé, une espèce de métaphore. En même temps, c'est aussi la relation entre les plantes envahissantes et les plantes qui soignent, que je voulais souligner par là. Puis après ça, sur le sol, comme ici en bas à droite, il y a des éléments qui font un peu... qui viennent tous du boisé. Donc, il y a la racine qui est la racine de l'arbuste, le nerf brun, qui me sert pour faire, avec cet arbuste-là, avec les différentes parties, je peux faire du vert, je peux faire du jaune, je peux faire du brun doré, puis je peux faire du bleu avec les baies. Donc, c'est vraiment c'est l'espèce la plus envahissante, mais c'est l'espèce la plus riche pour moi, tu sais. Puis là, c'est ça, il y a aussi beaucoup au fil des années, tu sais, des déchets, comme là, c'est comme des briques, tu sais, des déchets de construction qui ont été laissés au boisé. Donc là, ouais, c'est ça, il y a comme le mélange entre les espèces envahissantes, tu sais, les petites baies rouges de sumac vinaigrier, il y a des coquilles d'escargot, il y a les feuilles de peuplier qui sont comme des espèces envahissantes, mais qui sont comme mes alliés en même temps. Donc, c'est une relation qui est assez complexe aussi. Tu sais, c'est pas des plantes que je déteste, mais je vois qu'elles nuisent à la biodiversité du boisé parce qu'elles sont tellement puissantes, mais en même temps, elles sont vraiment généreuses, tu sais, en termes d'encre et de teinture. Donc, Ça témoigne justement un peu de cette interconnexion-là. Bon, à la fois, tu le mentionnes dans le processus de guérison que tu peux, à travers ce projet-là, réfléchir d'un point de vue plus micro, qui est toi et le boisé, mais ensuite plus macro aussi, qui parle plus largement de la relation entre les humains et la nature, si on peut dire, mais aussi excuse-moi, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée, mais oui, c'est ça, dans cette interconnexion, qu'une plante peut être considérée mauvaise herbe, envahissante, mais qu'il y a aussi une autre perspective peut-être à y avoir, puis que cette relation-là, elle n'est pas juste néfaste, mais c'est peut-être de chercher à trouver les autres perspectives pour voir comment est-ce qu'elle peut être utile ou comment est-ce qu'on peut retrouver un équilibre dans tout ça aussi. Oui, ouais, vraiment. Puis ça me fait penser aussi, tu sais, plusieurs de ces espèces envahissantes qu'on juge qui sont indésirables au niveau de la biodiversité, mais tu sais, ils ont été amenés justement par les premiers arrivants européens, par les colonisateurs, parce que souvent c'était, pas toujours par mauvaise foi, mais des fois c'était, un manque de confiance dans les connaissances des propriétés médicinales des plantes d'ici, mais même si les Autochtones, eux, leur disaient, mais oui, c'est bon, ça marche. Ils ont apporté leurs propres plantes, tu sais, juste pour décorer le jardin, pour se sentir bien, pour se sentir comme d'où ils viennent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de complexe. Tu sais, je peux pas... c'est très... Ouais, c'est très... je sais pas. Je trouve ça vraiment intéressant. Ce statut-là des plantes qui deviennent mauvaises herbes mais qu'à la base, tu sais, je pense que les gens qui les ont amenées intentionnellement, c'était pas avec des mauvaises intentions, évidemment, là. Mm-hmm. Ouais. Puis, peut-être juste un dernier point avant d'ouvrir et d'accueillir les questions du public. Qu'est-ce que tu dirais que ce désir-là que tu as de vraiment partager une expérience plutôt que simplement des faits scientifiques, là, je simplifie, là, mais toute cette intention-là de vraiment être dans l'expérientiel, qu'est-ce que ça l'ajoute ou qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte justement par rapport à des questionnements ou face aux connaissances qu'on a de ce lieu-là ou de d'autres lieux? Ben, je pense que c'est par le ressenti que j'ai cheminé, tu sais, puis je pense pas que je peux comme imposer mes réflexions, mon parcours à des gens, mais je pense qu'en vivant ce trajet-là dans l'expo, il y a des gens qui ont été amenés, puis qui m'en ont parlé, qui ont été amenés à se questionner sur leur propre rapport à la nature. Puis je pense qu'à la base, moi, si ça fait ça, si les gens se disent « Ah, ben, je réalise que j'ai besoin de fréquenter un lieu naturel ou Ah, il y a un lieu proche de chez moi,
où je suis jamais allée, qui est soit un terrain vague ou qui peut être une petite forêt, un petit boisé comme ça. Si ça amène les gens, à travers cette expérience sensible-là, à vouloir eux aussi rencontrer un endroit autour d'eux, puis que ça peut les amener à vouloir prendre soin de ce lieu-là, que ces endroits naturels deviennent précieux pour eux. Moi, je pense que pour moi, c'est un peu ça ma mission peut-être dans cette expo. Mm. Oui, justement, j'ai l'impression que encore dans cette pensée dualiste-là où on oppose tout, il y a plein de gens qui, peut-être, par exemple, qui auraient passé toute leur vie dans un contexte urbain, pourraient se dire qu'ils n'ont pas de rapport à la nature, mais on dirait que j'ai l'impression que tu viens justement remettre ça un peu en cause, puis de se dire que notre imaginaire, il est habité d'une relation à la nature, qu'elle soit médiatisée par... bon, je ne sais pas comment on l'apprend, comment on l'imagine, qu'elle soit proche ou loin de nous, mais il y a comme de venir peut-être brasser un peu ces imaginaires-là. Oui, de voir que la nature n'est pas toujours loin de nous, que c'est ça, en fait, on est toujours dedans. Oui, qu'on en fait partie carrément. Oui, exact. Ben, sur ça, peut-être qu'on peut ouvrir et voir s'il y a des gens qui ont des questions. Je pense qu'il y a deux options. Soit vous pouvez, bon, Philippe, je fais un peu ton rôle de rappeler les mesures à suivre, mais donc vous pouvez lever votre main soit physiquement, soit avec le petit bouton dans Zoom, ou encore, si vous préférez ne pas prendre la parole, vous pouvez écrire la question dans le chat et je pourrai la lire et la poser à Annie-France. D'ailleurs, je vais voir s'il y en a déjà qui sont arrivés. Pas encore. Les gens sont... Ah, voilà, Louise, vas-y. On allume, voilà. Oui, ben, c'est toujours agréable de briser la glace. J'aime bien le faire et ben, merci toutes les deux. Je pense que c'est court, mais ça repose sur vraiment l'idée de l'échange, vraiment l'idée de partager des points de vue sur une recherche d'artistes. Il m'arrive très souvent de dire que les artistes aujourd'hui sont les encyclopédistes du présent. Ce sont les artistes, je ne dis pas que les scientifiques, les chercheurs dans d'autres disciplines ne font pas de recherche, bien sûr, ils en font. Mais les artistes sont vraiment des éclaireurs, des personnes qui révèlent le monde, parfois avec un degré très élevé de connaissances scientifiques basées sur l'observation, sur le ressenti et tout ça, bien entendu. Mais ce n'est pas tant de ça dont j'aimerais parler pour te poser une question, Annie-France. Je suis comment dire, très allumée par le fait que tes paroles et ton travail se développent en parallèle, selon moi, à quelque chose d'autre que l'on apprend ces dernières décennies. C'est un phénomène assez récent de tous les contacts que nous tentons de nourrir avec les Premières Nations. Par exemple, quand tu parles du rapport au territoire ou à un espace qui n'est pas un espace que l'on possède, mais un espace qui nous possède en quelque sorte, c'est vraiment une philosophie des peuples nomades, du fait qu'on est un peu les locataires de la nature, on en fait partie, mais on ne possède pas la nature. Et l'attention aux choses fines, bon, on peut parler, là je vois Bénédicte Ramade, on peut parler d'anthropocène, on peut parler de perspectives, je dirais, macroscopiques par rapport au monde, mais tu nous amènes sur des choses très fines et très poétiques. Et là, l'autre parallèle que j'aimerais faire, puis ça sera ma question, c'est avec, par exemple, la poésie de femmes autochtones. Je pense à Joséphine Bacon. On n'est pas dans un thé dans la toundra avec toi, mais on est dans une sorte de cérémoniel qui m'y fait penser et qui met ensemble, dans cette idée des écoféministes, des pratiques de jeunes femmes artistes comme toi, puis des pratiques de poésie autochtone. Alors, ma question, c'est est-ce que ça t'alimente, ça, par exemple, dans ta recherche, outre la recherche scientifique, bien entendu, la poésie et la poésie de ceux qui sont peut-être le plus près du territoire et qui sont peut-être ceux qui ont tellement de choses à nous enseigner?
Oui, ouais, vraiment, complètement. Merci pour la question et tous les commentaires. Mais oui, je pense que euh, ben, c'est vrai que c'est dans les dernières années qu'on en entend de plus en plus parler, puis j'ai l'impression que ma vision a été nourrie aussi par exemple, un livre marquant pour moi, c'était Braiding Sweetgrass de Robin Wall Kimmerer, qui est une femme autochtone qui est aussi une biologiste, puis qui est une personne incroyable, une conteuse vraiment touchante. Je l'avais écoutée en audiobook, puis c'était incroyable. Puis je pense que c'est ça, c'est que cette vision-là du monde a été complètement annihilée à l'arrivée des Européens, puis, ou en tout cas dans tous les endroits qui ont été colonisés. Puis je pense on gagnerait vraiment à tous et toutes se recentrer un peu plus sur cette vision-là. Puis je comprends qu'on est pris dans un système extractiviste, puis qu'on fonctionne tellement d'une façon, c'est tellement rodé le système dans lequel on est, qu'on ne peut pas du jour au lendemain dire, ben OK, on arrête tout ça, puis on retourne, on fait juste de la cueillette pour manger, etc. Mais je pense, par exemple, qu'on devrait tous et toutes être un petit peu plus en mesure de faire de ces genres de techniques-là, d'approches-là, de savoir quels fruits on peut manger quand on prend une marche dans la forêt. Puis juste, ouais, je pense d'avoir que si je prends cette baie-là, je sais qu'il y a un oiseau qui ne la mangera pas, d'être conscient de notre impact. Si c'est à petite échelle, ça peut nous aider à avoir beaucoup plus conscience de notre impact à grande échelle. Puis concernant la poésie, je dois admettre que j'aimerais ça en lire beaucoup plus. Puis j'ai vu Je m'appelle l'humain avec Joséphine Bacon, puis c'était incroyable, là, oui. Fait que je pense que... Mais je trouve que, tu sais, vivement, il faut que la parole soit donnée aux Premières Nations, que c'est vraiment important, là. Ouais. Merci, Louise. Est-ce qu'on a une autre question qui attend? Ah, je vois une main, Patrice Louis. Oui, ben merci infiniment pour votre conversation. Je suis allé voir l'expo 2 fois déjà, puis je trouve que vous écouter, d'une part, m'a permis de, comment dire, de encore mieux ancrer certaines choses que j'avais appréciées ou comprises ou qu'Annie-France, tu m'avais raconté ou expliqué. Et en même temps, ça ouvre encore d'autres dimensions de ce travail-là dont je ne vois pas le bout. Et c'est toujours agréable, toujours extrêmement stimulant quand on est devant des pratiques artistiques comme ça ou des œuvres qui ont quelque chose de l'inépuisable. Et par rapport à ça, pardon, ma question, ce serait, au fond, en t'écoutant aussi, on se rend compte à quel point, et Élisane l'a mentionné d'ailleurs, insisté là-dessus, à quel point cet engagement dans une relation à long terme, donc, avec le boisé, donc, tu travailles avec le boisé et pas nécessairement sur ou un peu sur le boisé, mais d'abord avec. Je me suis demandé, au fond, comment, dans la production artistique, dans l'exposition, dans les œuvres en tant que telles, comment faire passer cette dimension-là du temps, du long terme? Évidemment, dans les arts visuels, c'est toujours évidemment un défi. Alors, c'est ça, je me suis demandé, donc, est-ce que, par exemple, l'expo que tu présentes à la Galerie de l'UQAM, dans la diversité des moyens qui sont déployés, la vidéo, des objets, la teinture, tout ça, est-ce qu'il y a cette tentative, au fond, de donner à sentir, de donner à voir, à éprouver au public, au fond, quelque chose un peu comme un microcosme, ou en tout cas, du moins, cette complexité, cette richesse d'une expérience sur le long terme. Et comment enfin, je voulais tout simplement t'entendre là-dessus parce que c'est à la fois un défi, puis c'est là qu'on saisit vraiment la richesse d'un travail comme celui-là.
Excusez, merci Patrice. Mon Internet, il y a comme eu un problème pendant la question, mais j'ai compris l'essentiel à la fin. Dans l'expo, c'est ça, c'était important pour moi que ça stimule tous les sens. Je voulais même qu'il y ait des odeurs, mais là, à cause de la ventilation de la galerie, ça ne fonctionnait pas très bien. Ça prenait trop une grande quantité versus ce que j'avais sous la main, là, ce que j'avais préparé avec les plantes. Mais oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est de refléter l'expérience riche dans tous les sens, qui stimule tous mes sens, que j'ai voulu faire quelque chose de similaire dans la galerie. Puis, c'est vrai que c'était quand même un assez grand défi de faire vivre ensemble tous ces éléments-là. Puis je réfléchissais aussi à ma pratique photographique précédemment qui était vraiment une façon très poétique d'associer des images ensemble pour construire, à l'aide de plusieurs fragments, pour construire une espèce de long, comme un long poème ou une espèce de longue phrase. Puis je pense que cette pensée-là est encore vraiment présente dans comment j'ai conçu l'exposition. Donc, tu sais, pour moi, c'est comme tous des fragments, mais c'est une expérience immersive qui est globale, tu sais, qui fonctionne parce que tous ces fragments-là sont mis ensemble, puis qui viennent chercher les différents sens quand on se déplace, puis justement, la ventilation de la galerie fait bouger les tissus, puis que là, il y a des gens qui osent toucher, puis il y a des gens qui n'osent pas, mais avec la ventilation, des fois, les tissus les touchent, puis en passant, vous pouvez toucher au tissu si vous voulez. C'est pas officiellement dit, mais je trouve ça ça me tente que les gens puissent toucher au tissu. Sinon, je pense que là, c'est juste peut-être que je ne sais plus trop là, la question. Est-ce que j'ai répondu? Oui, tout à fait. Puis en écoutant aussi les chants, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va. Oui. En écoutant les chants d'oiseaux qui m'ont frappé d'ailleurs dans la vidéo du tout début de la présentation, auquel j'avais été peut-être moins attentif dans l'expo même, avec la vidéo de l'expo. Est-ce que la dimension du paysage sonore qu'il y a au Boisé, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais explorer, mettre en lumière davantage? Oui. Oui, je pense que oui, vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis le son a joué un rôle intéressant. Je voulais qu'il y ait du son pour qu'on sente aussi qu'on était en ville. Donc, on entend des petits oiseaux. À un moment donné, on entend des enfants au loin. Puis on entend un gros avion. Et donc, il y a deux pistes sonores. Il y a une piste sonore, puis il y a la piste qui vient avec la vidéo qui se rencontrent. Mais oui, je pense que ça vient ajouter aussi un sentiment, comment dire, pour moi, c'était de créer, par-delà la forêt se trouve un jardin, donc c'est comme mon jardin imaginaire du Boisé que je vous présente, et puis tous les sens où le plus possible sont stimulés, sont demandés. Donc, ouais, le paysage sonore, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'aimerais ça retravailler avec ça. Puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Je ne me rappelle plus la question. Ça répond, puis de toute façon, on comprend bien que c'est quelque chose de l'ordre du work in progress aussi. Ah oui. Alors, Oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, en fait, c'est l'effet, quand, tu sais, là, c'est pas dans la vidéo ou dans les photos, on s'en rend pas compte, mais en personne, il y a eu un effet que le son a joué. Quand les gens arrivent devant la boîte lumineuse, les gens croient que c'est une vidéo, étant donné qu'il y a une autre vidéo sur le même mur, mais plus loin. Les gens sont comme un peu... ils ont vraiment l'impression qu'il va y avoir du mouvement dans l'image. Je pense aussi parce que, c'est une boîte lumineuse, donc l'éclairage vient de derrière et tout ça. Donc c'était une belle surprise qui n'était pas prévue, en fait. Merci. Merci. On a une petite question dans le chat aussi d'Émilie Bernard. Elle dit « Je me demandais si Annie-France envisageait une fin à ce projet. Si oui, comment? Et sinon, comment elle poursuivra son engagement? » Merci, Émilie, pour la question. J'ai de la difficulté à avoir une fin.
pas mal certaine que tant que j'habite à Montréal, la relation à ce lieu-là se poursuit, puis les actions aussi. C'est sûr que là, j'ai d'autres. Ben, il y a la résidence à Granby, puis il y a un autre projet aussi qui est en cours avec un jardin, donc, puis toujours avec les plantes tintoriales. Donc, je ne sais pas comment. Je pense que là, je vais continuer à y aller, mais je ne sais pas comment va se présenter la suite par rapport au boisé. C'est sûr, dans l'exposition, on voit une seule encre faite avec les encres des plantes. Puis ça, j'en ai fait beaucoup, puis je continue à en faire. C'est comme une pratique qui est vraiment, qui, qui est vraiment touchante pour moi à travers le reste de mes autres actions. Donc, j'aimerais présenter ces travaux-là éventuellement. Donc, je pense que pour moi, c'est peut-être la suite pour le boisé, mais les teintures se poursuivent dans d'autres axes, dans d'autres projets à venir. Donc, c'est pas terminé. Puis je pense que, ben, c'est ça. Quand j'ai rencontré Marie-Ève Charon pour l'article dans Le Devoir, elle me demandait si je voulais devenir l'espèce de leader il y a un groupe qui s'appelle les Amis du Boisé Saint-Sulpice. Puis il n'y a comme plus personne qui s'en occupe parce que le monsieur qui s'en occupait est décédé il y a quelques années déjà. C'est un peu au point mort. Puis là, quand on m'a parlé de ça, je n'étais pas certaine, mais on dirait que là, ça commence à vouloir. Je ne sais pas. Ça se pourrait que ça se passe. Super. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être? Moi, je ne vois pas tout le monde, donc n'hésitez pas à ouvrir le micro si... Il y a une question de Rémi Béliveau. Ah, j'ai fait taper des mains, mais je voulais lever la main. Désolé. Ben oui, je tape des mains aussi. Là. Félicitations, Annie, pour ce beau projet. J'avais une question rapido. Je me demandais, tu sais, toi, tu viens d'un parcours de photo, puis tu as fait la mention d'herbier, qui est comme toutes des pratiques qui ont vraiment la capacité d'être plutôt indexicales. Mais dans l'expo, même quand il y a de la photo, tu as cette boîte lumineuse-là, que c'est un sténopé. C'est beaucoup plus flou, puis dreamlike. C'est comme un rêve. Puis les teintures, c'est comme un herbier, mais c'est beaucoup plus affectif. Ça fait que tu joues sur comme une ligne qui vient traverser plus dans ce monde-là. Puis je me demandais si que dans ce cas-là, on pourrait même parler de fiction. Est-ce que pour toi, ça transgresse dans quelque chose qui n'existe pas, mais qui devient quelque chose? Ben, je pense que, ben, merci Rémi pour la question. Ben, je pense que, ce qui est dans l'expo, c'est quelque chose qui est un peu imaginaire. Donc, parce que je prends les éléments qui m'intéressent, puis je ne cherche pas à représenter le boisé de façon fidèle pour que quelqu'un arrive au boisé puis dise ah ben oui, c'est exactement ça que j'ai vu. Puis cette frontière, cette limite-là un peu entre ce qui constitue un document puis ce qui est une œuvre, entre ce qui est fictif puis entre ce qui est justement ce qui est documentaire, m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai vraiment cherché à jouer sur cette ligne-là dans l'expo, d'avoir dans un coin tous les petits éléments qu'on a vus tout à l'heure, la racine des baies rouges, placés comme quelque chose qui évoque une œuvre, puis avoir dans le coin, à l'opposé, juste les restants de la performance, les fragmites dans les seaux avec le sac de poubelle puis la fourche, c'est ça. Donc, je pense que oui, c'est plus comme une représentation qui devient un peu fictive, mais qui reste toujours, pour moi, collée près peut-être de ma vérité de ce lieu-là. Fait que, ouais. Merci. Ben, est-ce que je peux juste rajouter deux petites choses? Tes dessins, on n'a pas vu beaucoup, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais je trouve que tes dessins à l'encre ont beaucoup cette qualité-là parce que c'est jamais très clair, c'est qu'on regarde quelque chose de très figuratif ou abstrait. On dirait que moi, j'arrive toujours à voir des bébites, puis des genres de monstres, puis des choses fantastiques dedans. Ça fait que, voilà. Merci.
Il y a peut-être juste une dernière petite question dans le chat qui nous vient de la personne de la Galerie d'art Forman qui voudrait entendre parler un peu de ta résidence au 3e impérial, un peu qu'est-ce que tu prépares. Ce sera ce Oui. sera une bonne conclusion, dans le fond. Donc, au 3e impérial, ça, c'est à Granby. Puis, je vais travailler en collaboration avec mon amie biologiste Alice, que j'ai vue tout à l'heure, qui est avec nous, je crois. Puis, donc là-bas, c'est une résidence qui est sur 1 an et demi. Donc, on y va à différents moments. Puis, ça va être vraiment en lien avec le territoire là-bas. Donc, on va solliciter les différentes communautés de Granby, mais aussi des communautés autochtones. On va choisir un endroit, c'est ce qu'on projette, là, choisir un espace, un lieu sur le territoire, puis on va aller avec ces gens-là faire de l'identification, puis échanger des connaissances, qu'elles soient folkloriques qui viennent de ta grand-mère, des choses plus scientifiques. On veut comme déhiérarchiser les savoirs concernant les plantes. Puis de là, avec les échanges avec la communauté, voir vers quel genre de projet on peut aller. Donc, ça risque d'être... Ce que nous, on a imaginé, c'est de produire une espèce d'herbier un peu fou qui pourrait avoir autant des dessins de plantes que des informations, une recette de grand-mère écrite par une personne qui aura participé. On veut aussi enregistrer les récits des gens. Donc, ça serait comme présenté dans une espèce de cabine dans la ville de Granby. Donc, c'est de l'art infiltrant au 3e impérial. Donc, que les gens puissent venir avec nous sur le territoire, mais qu'après ça, on se réimmisce dans l'espace public avec une espèce de cabine qui parle de plantes, puis du territoire, d'expérience des gens de la place. Donc, ça ne serait pas en lien avec le boisé, ça serait vraiment en lien avec Granby. Donc, c'est ça. Ça va être le fun. Superbe, à suivre. D'abord, merci beaucoup Annie-France, merci Élisane pour cette superbe conversation. Juste souligner à tout le monde que l'expo est encore ouverte à la galerie jusqu'au 16 juillet, donc vous avez encore quelques jours pour aller la voir. Il faut réserver. C'est gratuit de réserver, mais vous devez avoir votre réservation pour qu'on vous laisse entrer à l'UQAM. Donc, la galerie est ouverte du mercredi au vendredi de midi à 18h. Et puis, donc, il y a l'expo de Annie-France Leclerc dans la petite galerie. Dans la grande galerie, l'exposition Françoise Sullivan des années 70. Donc, jusqu'au 7 juillet, toutes les informations, les liens pour la réservation sont sur notre site web. Sinon, aussi, ensuite, nous, on vous retrouve à l'automne, mais cet été, on ne disparaît pas. Il y a toujours nos projets virtuels, donc la série d'expositions Quadrature qui est en ligne jusqu'en septembre 2021. Le projet 150 ans, 150 œuvres qui est en ligne, lui, jusqu'en 2023. Et sur notre site web, tout plein d'autres choses, capsules vidéo, archives de colloques, etc., etc. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, inscrivez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer. Et sinon, on vous souhaite un bel été. Merci à tout le monde. Merci. Merci.